La giclette est là, on l'attendait. 5, 10, 15 mètres. File. Qu'est-ce que tu nous fais là? Le plus beau cocorico de Remco. C'est 100 fois, c'est 1000 fois, c'est 11 millions de fois mérité. Salut les amateurs de cyclistes et bienvenue dans Passe-moi le bike, épisode 11 aujourd'hui pour débriefer le Tour de France. Et comme vous l'entendez, Simon, notre présentateur vedette, n'est pas là. Le moment qu'on redoutait tous est arrivé. Eurosport a contacté l'agent de Simon en début de semaine. Ils lui ont fait une offre impossible à refuser. Il le mérite. Il le mérite et donc il est sur le point de nous quitter. Mais on ne se laisse pas abattre. On espère faire une grosse levée de fonds et le faire revenir. Affaire à suivre, on compte sur vous. En attendant, on va quand même discuter vélo avec nos deux consultants favoris. On a Théo, le grand fan de Remco qui est aux anges depuis hier après-midi. Comment ça va Théo ? Ah mais je suis heureux comme j'ai rarement été aussi heureux. Depuis Paris-Roubaix plus ou moins. Et puis notre analyste qui sent toujours les coups, qui revient tout droit d'un long week-end d'excursion à Dour. Ça va Max, tu tiens le coup ? Ouais, en forme. Remco, Théo, explique-nous un peu ça. Est-ce que tu y croyais avant le début de l'étape ? Est-ce que tu te disais aujourd'hui il y a moyen ou quoi ? Ou il y a une surprise totale ? Non, quand même une vraie surprise. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une étape pareille. Puisqu'à chaque fois, quand il a fait des bonnes montées à son rythme dans les dernières étapes, mais à chaque fois, il revenait dans le replat après le col. Et je m'attendais quand même à ce qu'il perde un petit peu de temps aujourd'hui et puis qu'il aille le rechercher mardi dans le contre-la-montre. Donc non, c'était une vraie surprise. Vraiment, il m'a épaté pour le coup. Ouais, c'est vrai que c'était quand même Ouais, vraie surprise et superbe perf parce qu'il y en a, il se retrouve quand même avec 3 UE sur le dos et il arrive à remporter l'étape, quoi. Ouais, après je trouve que ça c'est quand même... effectivement, avant la fin de semaine, on se disait l'idéal ce serait qu'il fasse une fin de semaine où il ne perd pas trop de temps et que sur le chrono, il écrase un peu ses concurrents au podium. Et là, il a été impressionnant. Il s'est retrouvé, j'ai l'impression, au bon endroit, au bon moment, dans la route Pogačar qui courait pour Del Toro avec son coéquipier derrière. Après, il a fait l'effort au moment où il fallait le faire, là où les autres ont peut-être préféré se dire je vais lisser mon effort. Remco a dit non, moi je vais saisir le coup, il est parti et c'était quand même pas mal. Ouais, je pense qu'il a montré à tout le monde aujourd'hui c'était qui le patron, en tout cas à la Bora. Donc ça c'est déjà génial. Et en fait, je pense que depuis le début, il lisse ses efforts, il s'est jamais vraiment mis dans le rouge. Et en fait, c'est peut-être ce qui a fait la différence aujourd'hui. Le gars était vraiment à 100% de ses possibilités. Il n'est pas du tout dans un état de faiblesse et il ne fait que grandir dans le Tour. C'est grâce à sa bonne gestion. C'est souvent ce qu'on lui reprochait à l'époque, c'était un peu son impulsivité, etc. Mais là, je pense qu'il est à maturité, notre petit. Ouais, c'est une victoire intelligente. Alors, c'est sûr qu'il y a des conditions qui étaient réunies parfaitement pour pouvoir atteindre cette victoire. Le fait que Pogačar ait roulé pour Del Toro, l'abandon de Vingegaard en cours d'étape, etc. Mais oui, en tout cas, ça ne change rien au mérite de cette victoire. Il y en a qui parlent de cadeau de Pogačar. Faut pas aller jusque-là. Je pense que Pogačar ne visait pas l'étape, ça c'est une certitude, puisqu'il roulait pour Del Toro. Ouais. Et il la visait pas, mais de là à dire qu'il lui a offert sur un plateau, non, ça c'est pas possible. Pas du tout. Mais je dirais pas qu'il la visait pas. Évidemment, Poggi veut tout gagner, mais je pense que c'est l'équipe. C'est pas Pogačar qui l'a laissé gagner. Je pense que c'est l'équipe UAE qui l'a laissé gagner en prenant le pli de jouer le podium pour Del Toro. Donc là, c'est l'équipe UAE qui s'est un peu trouée. Un peu trop d'arrogance, je dirais. Ouais, et je pense que Poggi, quand même, à un moment donné, il aime bien Del Toro. S'il peut le mettre sur le podium, il le fera. Mais par contre, se mettre complètement au tempo, c'est quand même, à un moment donné, c'est plus trop son caractère non plus et son tempérament. C'est un gars, il fait quand même des courses pour les gagner. Donc là, je crois qu'on a peut-être atteint un peu la limite aussi de la bromance Del Toro-Pogačar. Ouais, je pense que c'est pas Mère Teresa non plus, Pogačar. Enfin, voilà, à un moment donné, il va pas emmener Del Toro sur les dernières étapes. Non, parce qu'en plus, on a vu, Pogačar, il avait quand même l'air de se balader. Faut être honnête. Oui, faut être honnête, s'il doit partir tout seul, Remco, je pense, le suit jamais. Oui. Non, et il est toute la montée, il chipotait à ses oreillettes, il parlait avec Kurska, il prenait un peu des nouvelles de tout le monde. Mais il était relax, le garçon. Et même dans le sprint, honnêtement, on voit Remco se lève, il est à fond. Il avait l'air encore à l'aise, Poggi. Donc là, ça c'est peut-être un peu surprenant. C'est là je pense qu'on a l'impression qu'il laisse passer la victoire. Mais c'est d'autant plus le mérite, je trouve, de Remco d'y avoir cru jusqu'au bout et d'avoir été récompensé de son effort et de son intelligence de course. Il a fait une course parfaite, je trouve. Parce que même, il avait bien senti cette étape-là, comme il a bien senti toute la semaine les étapes, même dans le rang. Là, il a préféré ne pas suivre
le groupe, lisser son effort et les rattraper dans la toute fin d'étape au sprint. Ici, il a vraiment saisi l'occasion de suivre les deux UAE et de se dire c'est ici qu'il faut être. Les autres l'ont pas fait. Peut-être qu'il y avait moyen, peut-être qu'un Sexas, il s'est plutôt dit wow, Pogacar part, je me calme, je sais que ça va trop vite pour moi, etc. Non, Remco, il a senti cette situation-là et puis il l'a quand même bien géré parce qu'il n'a pas cherché à que jouer le classement général. Il aurait pu se dire Del Toro est limite, je vais essayer de le faire péter, je vais me mettre devant ou je vais essayer de faire une attaque. Non, il s'est dit ok, mon objectif c'est de gagner cette étape. La meilleure manière de le faire, c'est de profiter de Pogacar au maximum et de le sauter à la fin. Donc moi je trouve que non, c'est une victoire qui est 100% méritée. Et je sais, les UAE auraient clairement pu l'attaquer à tour de rôle et vraiment essayer de gagner l'étape de manière certaine. Ça n'a pas été le cas, mais Remco a été extraordinaire. Personnellement, il m'a surpris. Je ne l'attendais pas du tout à ce niveau-là dans ce genre d'étape. Ouais, je pense aussi qu'il y en a qui ont été un petit peu déstabilisés ou surpris ou qui ont eu un petit coup d'adrénaline avec l'abandon de Vingegaard aussi, le poissonnier de Copenhague qui a chuté et qui s'est pété la clavicule. Je pense que ça a rabattu beaucoup les cartes et il y en a qui sont peut-être un peu enflammés aussi, qui se disent je peux être deuxième, il se passe un truc de fou. En tout cas, superbe victoire de prestige, sa première victoire d'étape hors contre-la-montre sur le Tour pour Remco. Et ça peut lui servir de déclic aussi pour la Clairement. suite, le suite de ce Tour, sans aucun doute. Mais même la suite de sa carrière, à un moment donné, on sait qu'il marche très fort au psychologique. Clairement, c'est encore plus une victoire psychologique que physique, moi, je trouve, parce que là, il a débloqué un truc qu'il n'avait jamais fait. Et le prestige de quand même battre Pogacar. Oui. À part Vingegaard qui y est arrivé mais il y a 3 ans, il n'y a plus personne qui sait faire ça. Oui, ça c'est clair. Sur le Tour, en tout cas. Les rageux vont maigrir. Moi, je reste fan de Lipovic. Mais bon, ici, je pense qu'il a 1,48 de retard, je pense, sur Remco. Il aura sans doute plus à la fin du chrono. La situation, même au sein de l'équipe, on l'a vu, c'était aussi pour la première fois un vrai atout d'avoir son équipier à l'arrière qui était agaçant pour Sexas et qui passait pas un relais. Là, on va avoir normalement une dernière semaine avec un Lipovic qui est censé respecter la hiérarchie du classement général. Et donc, je suis d'accord avec toi, mais Lipovic ne passe de toute façon jamais un relais. Il peut être avec n'importe qui, c'est comme Ayuso. Cette dernière semaine, c'est des ratagas, ces deux-là. Cette dernière semaine va sans doute montrer. Je pense que les 2 premières semaines servaient à savoir qui était le vrai leader à la Bora. Ouais. Et maintenant, on va vraiment avoir une hiérarchie dans cette équipe. Et là, Remco a saisi parfaitement la situation. Donc, à voir encore si Lipovic n'aura pas envie d'essayer de jouer quand même la 3e place. Il est quand même pas si loin. J'espère que la Bora ne fera pas cette erreur-là, parce que pour moi, ce serait une erreur. La course pour le podium, oui, c'est sûr. Là, maintenant, elle est complètement relancée. Et il y a il n'y a rien à faire. Cet abandon de Vingegaard, on peut y passer, je pense. Ouais. Et donc, l'abandon de Vingegaard qui a eu lieu plus tôt dans l'étape, là, c'est quand même un énorme tournant dans ce Tour de France et à la fois dans la carrière de Vingegaard. Personnellement, moi, je trouvais que ça reste du sport, mais des images quand même difficiles de voir quelqu'un qui a tout donné pour avoir la meilleure position dans ce Tour de France et qui chute tout seul. Une énorme chute, clavicule, c'est terminé pour lui. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous a procuré comme émotion et surtout, quelle suite de Tour de France on va avoir? C'est toujours un peu choquant, c'est jamais gai de voir un adversaire tomber. Après, ce qui est aussi un peu triste, c'est que je pense que c'était peut-être la dernière fois qu'on voyait Vingegaard sur le Tour. J'ai vu son interview, je crois qu'il a fait une interview 2-3 heures après, il était déjà quand même un peu retapé. Et il avait l'air soulagé, le gamin. Il avait vraiment pas l'air si triste que ça, ou en tout cas, il est vraiment devenu quelqu'un de très peace and love, mais il avait pas l'air si atteint que ça. Et voilà, j'ai un petit peu peur pour la suite. Je me demande si on va encore le revoir. Ouais, bon, j'espère quand même qu'on le reverra quand même sur le Tour, au moins une dernière fois, parce que bon, c'est pas n'importe qui. Son histoire avec le Tour de France, j'espère qu'elle va vraiment pas s'achever de cette manière. Ouais, ça serait après, je pense que maintenant, c'est la fin de cette rivalité, de cette époque. On l'a déjà vu cette année. C'était déjà la fin avant cet abandon. Pogacar est né bien au-dessus. Et donc voilà, mais j'espère qu'il viendra faire son route d'honneur c'est vrai au moins l'an prochain. Est-ce qu'il va rester à la Visma? On parle de chez lui, chez UnoX. On parle chez lui, chez UnoX, avec peut-être un autre plan de saison et un autre calendrier. Bon, il y aura sans aucun doute le Tour de France, mais dans un autre rôle, dans une autre équipe. Tu as raison de dire que ça fait 6 Tours de France, que c'est le binôme qui nous anime. Ouais. Et c'est une page du cyclisme qui est assez rare parce que souvent, on a un champion, ou bien on a une équipe qui maîtrise, ou bien de temps en temps, on a un gars qui gagne, puis l'année d'après qui n'est plus du tout dedans. Ici, ça fait quand même plusieurs saisons qui se donnent rendez-vous au mois de juillet et que ça rend ce mois de juillet extrêmement excitant.
on voyait quand même depuis le début de la semaine qu'il était un cran en dessous, qu'il n'arrivait même pas finalement à faire la différence sur les candidats au podium. Là où on l'attendait plutôt entre Pogačar et les candidats au podium. Donc je pense qu'il était conscient lui-même que sa fin de Tour de France allait être extrêmement difficile et que si il était à 30 secondes de Pogačar et qu'il faisait cette chute, ça n'aurait pas vraiment eu la même onde de choc mentalement pour lui, quoi. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord que c'est vraiment la fin d'un duel. Et je me pose un peu des questions sur la suite du Tour pour son équipe. La Team Visma, ils l'ont dit, ils n'ont pas de plan B, quoi. Je veux dire, contrairement aux autres équipes, aux autres grosses équipes, si on regarde le classement général, ils en ont tous 2 déjà dans les premières places. Eux, c'est pas le cas, donc j'imagine qu'ils vont essayer de tenter des victoires d'étape sur les étapes de montagne. Mais bon. Avec qui ? Avec qui, c'est ça. Avec qui ? Parce que tu vois un Jorgensen, qui pourrait peut-être sortir en gros baroudeur, mais il n'est pas en grande forme. Il n'est pas en grande forme non plus. Kuss, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu meilleur aussi. Ouais. Comme Penart, il est un petit peu cramé du Giro. Puis Ganzoli aussi. Donc, Ganzoli, même si, il tient la route, il est pas ridicule. Oui. Mais bon, à côté de ça, il y en a d'autres qui sont frais, je vais dire, et qui sont déjà dans cette optique d'aller chercher encore une étape sur les différentes étapes de montagne qui restent sur la dernière semaine. Donc, heureusement qu'ils ont gagné le contre-la-montre par équipe, quoi. Heureusement, c'est la seule chose qui sauve la dynamique. Et c'est vrai que par contre, maintenant, ça va être un peu un autre Tour de France avec une équipe en moins qui ne voudra plus du tout contrôler. Donc, à mon avis, UAE aura tout le poids de la course dans les étapes de montagne. Et justement, la Visma va plus chercher à mettre des hommes dans les échappées. Donc, à voir un peu ce que ça va donner. Mais grosse déception pour le spectateur neutre, je trouve. Et après, on doit en parler aussi. Il a été contrôlé. Il a eu un contrôle antidopage à 2h du matin. Alors, est-ce que ça l'a déstabilisé ? Est-ce qu'il était un peu plus fatigué, un peu moins concentré ? Ça, je ne sais pas. Mais on se doit quand même de dire que quand il y a un contrôle entre 23h et 5h du matin, ça veut dire que l'agence antidopage aurait des informations comme quoi il y a un risque avéré il y a un risque avéré qu'il y ait quelque chose qui soit contraire aux lois antidopage qui soit passé ou qu'il y ait des preuves qui seraient à même de disparaître avant la matinée. Donc, oui, c'est ça, ouais. Donc c'est quand même assez inquiétant, je trouve, cette histoire de contrôle à 2h du matin. Ouais. Ouais, donc, qui est aussi, pour Pogačar aussi la même nuit. Donc c'est les deux concernés, quoi. Ouais. Jonas Vingegaard disait que ça avait sans doute pas joué dans sa chute. Donc c'était honnête de sa part, mais à voir un peu. Je pense qu'on a fait le tour du dossier Vingegaard. Et voilà, on espère le revoir bien vite en forme sur un Giro, sur une Volta, sur un Tour de France. Allez, courage mon loulou. Ouais. Et alors, si on revient un peu plus tôt dans la semaine, on a eu 2 étapes de sprint. L'étape 11 qui terminait à Nevers, où on a eu un sprint extrêmement particulier, qui va nous permettre d'ouvrir toute cette page sur le maillot vert. Mais ce sprint et cette victoire surprise de Søren Warensholt, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas comment vous analysez ça, mais c'est quand même assez particulier de voir un coureur qui part d'aussi loin, à 350 mètres, tout seul, sans personne dans sa roue, et qui gagne, alors qu'il n'est sans doute pas dans les 5 meilleurs les plus rapides du peloton. Max, comment est-ce que tu analyses cette victoire ? C'était assez particulier, parce qu'on avait pas mal parlé de cette étape-là, l'étape 11 et l'étape 12 aussi, en disant que pour Merlier, entre autres, ça allait être possiblement un tournant dans la course au maillot vert, si jamais il arrivait à faire 2 très bons résultats sur ces étapes-là. Concernant Merlier, d'abord, en fait, lui, il était complètement enfermé dans ce sprint. Mais surtout, on a vu cette équipe Décathlon avec le poisson pilote du sprinter Olaf Koy, qui est parti de très loin. Et Koy, en fait, qui n'a pas osé le suivre, suivre son propre poisson pilote, et qui, en fait, commet une erreur monumentale, là où Warensholt, justement, en a profité. Et au culot, s'est dit, moi, il faut que je sprinte différemment des autres, c'est-à-dire de Koy et Philipsen, qui en fait font 2 et 3 de l'étape, pour pouvoir m'imposer, et en puissance, vraiment, intelligemment et en puissance. C'est une super victoire pour eux, quoi. On voit qu'il lance son sprint, qu'il revient dans la roue de Sesbol, et puis après qui coupe son effort, qui se réassied, qui prend l'aspiration, ce que Koy aurait pu parfaitement faire. Et puis là, il relance la dernière giclette qui écarte complètement les autres de la victoire. Ça fait du bien aussi, c'était rafraîchissant de voir ça. Ouais, c'est vrai. Oui. Et bon, mais clairement, je veux dire, sur ce coup-là, la Décathlon, si c'est Koy qui prend la roue de son poisson pilote, il gagne.
Et je veux dire, si Warren Skull ne prend pas la roue de ce poisson pilote-là, il ne gagne jamais. Donc, je veux dire, c'est vraiment eux qui avaient les cartes en main sur cette étape. C'est malin, c'est malin. Je peux comprendre que les autres soient fait avoir. Ils se regardent, ils sont tous au taquet. Ils regardent à gauche, à droite, où est Merlier, où est Philipsen. Et ouais, ils sont fait avoir comme des bleus. Ça, c'est vrai. Et alors, Merlier, effectivement, enfermé, comme en fait quasi systématiquement, je trouve. Ouais, en fait, son équipe, lui, par contre, il a fait des sprints incroyables sur le Tour de France, mais tout seul. Hein. Oui. Et même avec Stuyven, ils ont du mal à se trouver. Oui, non, collectivement, de leur côté, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est vraiment l'arbre qui cache une forêt. Ce qui est d'autant plus remarquable, vu les résultats qu'il a pu avoir sur le Tour, quoi. Ouais. Puisqu'il a gagné l'étape suivante, donc qui était la 12e étape. Et donc là, cette étape-là, il l'a gagnée devant Kooi, à nouveau, qui fait à nouveau 2e, et Philipsen, qui termine à nouveau 3e. Oui, il est imbattable. Il est une classe au-dessus de tout le monde. Tim Merlier sur les sprints comme ça, c'est hallucinant. Imaginez s'il avait un train pour l'emmener. Ah oui, là, il n'y aurait même pas de... Il serait intouchable. Et alors, il a abandonné lors de l'étape de dimanche. Ouais. Hein. C'est ça, tout à fait. Trop dur pour lui. Bon, voilà, on sait que lui, un pont d'autoroute, c'est déjà un col à son niveau. Mais voilà, je pense qu'il a fait son taf. Clairement. Et bravo à lui. Oui, à partir du moment où il n'y avait même plus vraiment cette carotte de pouvoir encore jouer le maillot vert, vu que sur l'étape que Warren Skull gagne, lui, il termine 15e, je pense. Oui. Donc là, c'était fini. L'écart était trop grand. Lui qui ne jouait pas les sprints intermédiaires comme les autres non plus. Et vu le parcours des étapes de la fin du Tour, vraiment pas étonné qu'il s'arrête là. Hein. Il en aura gagné 3 quand même. Donc, oui, lui, il a fait un super tour. Par contre, ça rabat quand même fameusement les cartes, cet abandon de Merlier, parce qu'il reste 2 étapes de sprint. L'arrivée à Voiron qui est un petit peu difficile, mais rien de compliqué. Et même puis... pas si sûr que ce sera au sprint. Ouais, on va voir. Parce ça va être une sacrée bagarre. Ouais. Là, je me demande ce que Pedersen va. Il faut que la Lidl ait un plan. Et... Justement, on a vu que la Lidl sur l'étape, je me semble que c'est l'étape que Warren Scholl gagne. La Lidl, il propose des choses dans le final de l'étape, à essayer d'envoyer des hommes qui attaquent successivement, etc. Donc, il y a quand même vraiment un plan pour essayer de ne pas faire gagner les autres, mais c'est très, très difficile de contrer les équipes, notamment Alpecin, qui a des gros rouleurs dans le final, etc. Et Philipsen a fait 2 fois 3e des étapes 11 et 12, donc des 2 étapes de sprint. Il fait les sprints intermédiaires à fond, et en fait, on remarque qu'il a bien remonté au classement du maillot vert. Il n'y a plus qu'une petite trentaine de points entre Pedersen et Philipsen, donc c'est devenu le projet de Philipsen. Ouais, en sachant que Merlier n'est plus là, c'était quand même un gars qui arrivait toujours à se mettre dans les 5 premiers. Il va peut-être en claquer une et relancer toute la dynamique. Et on l'a vu sur les sprints intermédiaires. Maintenant, Philipsen les gagne, il les joue à fond. Enfin, je veux dire, c'est des beaux sprints intermédiaires. Oui. Hein, sur les étapes de montagne, typiquement. C'est sûr. Donc Philipsen, je ne serais pas étonné qu'il arrive quand même à en remporter une d'ici la fin. Quoi. Oui, l'abandon d'un Belge pourrait profiter à un autre. Ouais, tout à fait. Clairement, il gagne une place dans tous les sprints. Donc... Oui, après avoir les plans, est-ce que la Lidl va réussir à contrecarrer les plans de Philipsen? Et surtout, est-ce que Philipsen n'aura pas des éternels regrets de n'avoir pas joué un peu plus ces sprints intermédiaires et ce maillot vert de manière beaucoup plus proactive dès le départ du Tour? Parce que là, il risque peut-être qu'il lui manquera 10 points, ce qui est ridicule ou un truc comme ça, à voir un peu. Je trouve mais donc cette étape de Voiron, donc qui sera l'étape numéro 17, le 22 juillet, donc ça c'est mercredi, merci. J'étais un peu jet-lagué, merci Théo. Elle sera intéressante parce que je pense que typiquement, comme on l'a dit, Pedersen, il va vouloir marquer des points sur cette étape avec un sprint intermédiaire qui est en fait à 35 km de l'arrivée. Donc ça va être super intéressant et il va y avoir encore d'autres équipes qui vont essayer de jouer leurs cartes, qui n'ont pas encore remporté d'étapes ou qui n'ont pas su se montrer complètement, et pour qui les dernières étapes de montagne vont être trop compliquées aussi, où il y aura des explications potentiellement aussi entre favoris. Donc entre certains baroudeurs et ces sprinteurs-là, comme Pedersen, je pense que ça peut être intéressant comme étape, vraiment. Et donc oui, et avant cette étape hyper intéressante de Voiron, on aura l'unique chrono individuel du Tour. 28 bornes, c'est pas un chrono tout plat sur une chaussée qui serait idéal à un Ghana par exemple. Non, ici on est parti sur 9 km d'ascension à 4%,
la descente de cette côte, plus ou moins de la même distance, et puis 8 km de plat assez technique dans Thonon-les-Bains. Donc on est peut-être sur un profil qui avantage plus un Pogačar, par exemple, qu'un pur mec de chrono. Mais par contre, Remco aura peut-être un avantage par rapport aux purs mecs de chrono comme Tarling, Ghana ou par exemple des etc. Donc, Ouais. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous, pour ce chrono. Mais apparemment, il est assez technique. La descente, c'est quand même c'est une descente assez importante. On n'a pas trop l'habitude de voir des grandes descentes dans des chronos, quoi. Donc ça, j'espère que il n'y aura pas de casse à ce niveau-là. Je pense que Remco doit gérer ça comme il le fait habituellement, avec sa maîtrise de l'exercice et la confiance qu'il a en plus de sa forme actuelle et de sa position au classement général. Ouais, on est sur une côte à 4-5%, donc pour ça, c'est pas si difficile que ça pour un rouleur grimpeur, parce qu'on peut le dire maintenant, comme Remco Evenepoel, ça peut vraiment lui correspondre. Alors est-ce qu'il va gagner l'étape? Je sais pas, je pense que ça va pas être si facile face à un Ghana, face à un Tarling, mais mettre du temps à ses concurrents, là normalement ça devrait le faire. J'ai hâte de voir aussi Paul Sexas, qu'est-ce qu'il va nous proposer dans cette étape-là. Oui, clairement, c'est un moment hyper important pour le général. À mon avis, tous les gars du général et même les gens qui veulent, les coureurs qui voudront gagner ce chrono l'auront extrêmement bien préparé. Ça risque de faire la différence dans les descentes, etc. Et hâte de voir un peu. À mon avis, Poggi sera quand même chaud quand on le voit aller sur tous les replats après toutes les cols. Il est quand même vachement costaud. Donc logiquement, il va performer aussi. Je suis même pas sûr que Remco va le battre. En tout cas, il y aura match. Mais pour tout ce qui est Lipovic, Ayuso et compagnie, là, normalement, ils vont devoir, eux, se limiter à limiter la casse. Oui. Dans cet exercice-là, on sait bien que Ayuso, Sexas, normalement, s'en sortent vraiment bien. Peut-être pourront reprendre encore du temps sur Lipovic. Donc à voir un petit peu. Ça va être encore un moment extrêmement intéressant. Ouais. C'est déjà demain. Et alors, si on avance un petit peu plus loin dans la semaine, on a surtout l'étape reine du Tour de France, l'étape 20, la veille de l'arrivée aux Champs-Élysées. Là, c'est vraiment le gros morceau. On est parti sur une étape qui va aller de Bourdoisan à l'Alpe d'Huez, mais ils ne monteront pas l'Alpe d'Huez. Ils vont enchaîner le col de la Croix de Fer hors catégorie, puis l'enchaînement très connu Télégraphe-Galibier. Ils redescendent et ils remontent le col de Sarenne, qui est vraiment qui vous emmène pas très loin de l'Alpe d'Huez. C'est un col de 12 km 800 à 7,3%, donc ça va être très difficile. Et alors, ça peut aussi rabattre un peu toutes les cartes du maillot à poids parce qu'il y aura énormément de points. Ouais, donc c'est ça, tout à fait. Donc c'est une étape avec 3 cols hors catégorie et 1 col première catégorie. Là où en fait la veille ils sont déjà arrivés à l'Alpe d'Huez, donc ils ne remontent pas, même si ils y arrivent, comme tu disais, via le col de Sarenne. On peut s'attendre avec l'arrivée au sommet de la veille. Je pense que Pogačar sera le grand favori de cette étape-là. Oui. Et donc l'enchaînement fait que clairement il y a certains prétendants au maillot à poids qui vont peut-être essayer de s'illustrer vu le nombre de points qui seront à distribuer, et déjà très tôt dans l'étape, puisque en fait on commence très tôt par le col de la Croix de Fer en fait. Oui. On espère que Sarenne aura son roi et qu'elle se prénommera Remco, mais c'est une étape où je vois bien des carapaces et des parés peintres s'échapper et se mener la vie dure. Je pense qu'un carapace qui est épatant depuis le début du tour, là il va encore y aller. Et j'espère qu'ils vont en choper une parce que franchement, ils le méritent. C'est clair. Oui, donc on aura beaucoup de matchs intéressants parce qu'il y aura cette bataille pour le maillot à poids, sans doute des carapaces, des parépins, des très bons grimpeurs devant. Et puis derrière, il va falloir s'accrocher parce qu'un Remco, il va falloir qu'il confirme. C'est hyper difficile. On peut perdre énormément de temps sur ce genre d'étape. Le classement peut totalement changer. Il y a plein de coureurs qui vont vouloir, justement, c'est la dernière chance, mettre la pression sur les adversaires. Donc, une magnifique étape aussi. On aura vraiment, je pense, une très belle semaine où il y aura des enjeux à tous les niveaux et où chaque journée sera très important. Donc, oui, et puis je pense que des coureurs qui sont loin au classement général mais qui ont des très grandes qualités en montagne comme Kuss, on en parlait, Johannesson ou autres, ils vont peut-être essayer de tenter leur chance aussi d'aller remporter une étape sur l'Alpe d'Huez ou les deux fois en fait, les deux étapes qui arrivent à l'Alpe d'Huez. Je pense que là, effectivement, c'est la dernière chance pour les grimpeurs. On va voir tous les hommes en forme. Donc, Oui, et avec le fait que, ici,
il n'y a plus trop de suspense sur l'issue du vainqueur du Tour de France. Et le fait que tout le poids de la course soit sur les épaules de UAE, je pense que ça va être clairement différent. Et donc, il y aura peut-être plus d'opportunités qui vont... Ouais, pour des Voisards, par exemple, qui a été excellent hier à la Tudor, qui a été vraiment épatant, des Jegat, des Van Wilder. Je pense qu'il y a vraiment des belles opportunités. Il y a peut-être moyen qu'on leur laisse un peu plus de lest. Je suis pas certain que Pogačar aurait intérêt à rouler dès le début de l'étape, et je pense que ça va s'attaquer dans l'Alpe d'Huez à la fin. Donc il y a peut-être des opportunités à aller saisir là-bas pour tous ces hommes-là. Ok. On a hâte de voir cette étape, ça va être pas mal en tout cas. Et alors la toute dernière, là on termine aux Champs-Élysées avec cette nouvelle formule depuis l'an passé. La butte de Montmartre qui est à gravir 3 fois, ça relance quand même un peu les cartes, et ça peut aussi favoriser un peu une course décousue comme on l'a vu l'année passée, et peut-être pas avoir un sprinter comme Philipsen ou Girmay qui à l'époque était sûr de finir dans les 3-4 premiers. Et ça va quand même être différent. On a vu Van Aert le gagner l'an passé, tu as même des profils qui sont un peu plus rouleurs qui peuvent se présenter sur cette course-là. Donc, clairement, Van Aert, excellent, le maître des classiques qui le gagne l'an passé, ça ouvre ce type d'arrivée à d'autres profils. Et aussi le fait que ce maillot vert pourrait se décider lors de l'ultime étape. Donc les sprinteurs aussi vont vouloir être bien placés. Et donc typiquement, on y revient, Pedersen ou Girmay vont vouloir être emmenés par leur équipe le mieux possible. Donc ça va être très intéressant. Ou bien d'essayer de rendre la course le plus décousue possible. Quand on voit chez Lidl Trek, parfois c'est leur manière de fonctionner. Il y a moyen de faire ça sur ce terrain de jeu-là. Il y aura des coureurs qui vont essayer aussi, des Van Der Poel, tout ça. Et Van Der Poel, il devra travailler pour Philipsen. Donc ça dépendra un petit peu si le maillot vert est joué. Je pense que s'il est joué, c'est une étape qui correspond parfaitement à Van Der Poel. Oui, t'as raison. Mais sinon, il va clairement devoir travailler pour Philipsen. Donc ça change un petit peu la donne aussi. C'est vrai que ça peut être son très bel atout sur ce type d'étape. Si Van Der Poel décide de cadenasser la course, ça peut être... Ouais, il y a le blondinet slovène aussi qui va être très intéressé. On sait que quand il a été frustré, il a encore plus envie de gagner. Et l'année passée, Dieu sait s'il a été frustré par Wout van Aert. Donc, je pense qu'il sera au taquet aussi pour en choper une 7e ou 8e ou 9e étape. Affaire à suivre, on verra ça à la fin de cette semaine. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, les gars ? Est-ce qu'on a fait le tour ? Je pense que là, on a épluché un peu tout ce qui nous restait comme jour. Ça reste un Tour de France assez intéressant sur plein de points. Et on espère encore 2-3 victoires belges cette semaine, s'il y a moyen. Bon. Je voulais juste féliciter le présentateur temporaire, Émile, qui tour à tour est passé de Dour au Tour. Donc bravo, félicitations. Ouais, on espère quand même que Simon va revenir, parce que là, ça ressemblait plus à... avec vos voix cassées, c'était... une vieille... C'est Remco qui nous laisse sans voix. Hein, ça. Ouais, ça c'est Remco qui nous laisse sans voix. Mais Simon, reviens vite, s'il te plaît. Allez, bisous, à la semaine prochaine. Salut l'équipe. Bisous. Boum, la giclette est là, on l'attendait. 5, 10, 15 mètres. File, qu'est-ce que tu nous fais là ? Le plus beau col